Bonjour. Eh bien, maintenant, aujourd'hui, le cours est intitulé Garder la ligne. Et oui, garder cette ligne qu'on vous conseille perpétuellement de garder quand vous êtes une femme, bien sûr, par rapport à toutes les analyses qu'on a menées avant. Je crois que vous commencez à ressentir la résonance de ce genre de propos. Alors évidemment, il fallait bien, si on voulait parler de la ligne, commencer par la beauté de Charles Baudelaire. Donc le sonnet s'intitule La beauté et c'est un modèle purement statuaire qui est convoqué. Donc tout le monde connaît ce sonnet par cœur. Je vous le lis. Je suis belle, ô mortelle, autrement dit, elle est immortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Alors, vous voyez déjà dans ce premier quatrain, je suis belle aux mortels, je vous l'ai dit au passage, une sorte de déesse supérieure aux mortels, qui elle serait donc immortelle. L'immortalité de la statuaire, rappelez-vous Ramsès II qui creusait ces hiéroglyphes là tout en haut de ces temples, ça faisait plus d'un mètre, parfois de profondeur, parfois 2 mètres, vous voyez, pour être sûr que ça dure toujours. L'idée de la pérennité de ce qui est gravé dans la pierre est un poncif, par ailleurs débouté par Pétrarque dans ses propres sonnets, où il dit quelque chose du genre nulle inscription dans la pierre n'est pérenne, quoi qu'il arrive, le temps finira par éroder la pierre la plus solide, etc. etc. Donc, je suis belle au mortel comme un rêve de pierre, la pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour. Pourquoi on se meurtrit sur ce sein-là? Bon, parce que si c'est un sein en pierre, effectivement, c'est pas très confort, si vous voyez ce que je veux dire. Et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour. Donc, imaginez la statue avec sa beauté de pierre, immuable, éternelle et impassible. On va voir l'importance de l'impassibilité par la suite est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Que vient faire la matière là, sinon rimer avec pierre, une rime peut-être en plus un petit peu incertaine, je ne suis pas très sûre. Quoi. Bon, un amour éternel et muet, ainsi que la matière, je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. Alors la vision idéale, le sphinx c'est vieux, la bête comme ça qui se tient avec ses petites pattes, et le sphinx égyptien, la statue des statues, une très 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 vieille statue, dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Donc là, si vous n'avez pas repéré, comme on dit dans les copies, l'ère sémantique du blanc, je ne sais plus comment vous dites, il y a une réflexion, enfin bon, on va dire le blanc, la récurrence de l'idée de blanc, un cœur de neige qui à la fois froid et glacé, la blancheur des cygnes, on a vraiment du blanc, du blanc, du blanc, blanc sur fond d'azur, c'est quelque chose qui va revenir dans un des textes que je vous présenterai par la suite, où on voit un bonhomme tout nu, courant dans une forêt allemande et incarnant la beauté grecque. Vous avez beaucoup vous amuser avec ce texte-là. Pour l'instant, on ne rigole pas tellement avec Baudelaire. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Ça, c'est vraiment la phrase clé. Les lignes, la ligne, il faut garder la ligne hiératique, la ligne parfaite der L de contour, comme disait le cher Winkelmann, dont on va parler par la suite. Ça, c'est la phrase centrale. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Impassibilité. Le règne de l'impassibilité. Alors ensuite, voilà les poètes devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'emprunter au plus fier monument, récurrence de la thématique de la pierre, consumeront leurs jours en d'austères études. Je lis très mal parce que je suis en train de commenter en même temps, mais bon, c'est pas très grave. Vous connaissez ce poème par cœur de toute façon. Donc, insistant sur les monuments, la pierre, les poètes sont austères, ça rigole pas, il n'est pas question du rire, de la joie, de l'amour et de la pornographie. Non, 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 on fait d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. Là, on dirait vraiment qu'il a regardé une statue grecque. Vous voyez, j'ai pris celle-là, une statue avec des grands yeux vides, comme ont les statues grecques. Alors évidemment, pauvre Baudelaire, quand on sait que la plupart des statues étaient peintes, coloriées, colorisées dans toutes les couleurs possibles
et que tout a disparu à cause du passage du temps, justement, et que ces yeux vides des statues n'étaient peut-être pas si vides et l'impassibilité supposée de la beauté n'était peut-être pas si impassible. Quoi qu'il en soit, c'est là que les choses vont s'articuler. Alors, je repars un peu en arrière, Baudelaire, 19e siècle, mais si je repars au 18e siècle, ce que je vais faire à présent. Ah oui, là, j'ai mis quelques images pour montrer que les gens s'amusaient bien avec la statuaire grecque et gréco-romaine. Hein. C'est-à-dire souvent, c'est des, bon, comment dire, des statues grecques en, en bronze, pardon, et ensuite, bon, il y a des reprises romaines en marbre ou d'ailleurs en stuc, enfin ça dépend un peu, mais là c'est du marbre. Alors donc vous voyez ici un Dark Vador, c'est assez intéressant, on va voir que c'est intéressant ces trois images. La deuxième, vous voyez c'est un éphèbe transformé en mannequin, j'en reviens toujours à ça. Et la troisième, ce gars saigne du nez. Ce gars typiquement gréco-romain saigne du nez. Alors on va reprendre ça doucement pour faire un petit intermède. Vous avez bon, Dark Vador, comment ça s'appelle, Star Wars, les armées super clean, tout le monde rangé, au petit poil. On est vraiment dans une logique là encore très dessinateur, hein, si on veut, c'est-à-dire la virilité, l'héroïsme, l'ordre et la méthode, et cette impassibilité dont on va finir par comprendre qu'elle est un critère encore supplémentaire du côté de la statuaire, du côté de la représentation statufiée du monde, statufiée, c'est-à-dire exemplaire. Donc là, si on garde la ligne, c'est la ligne de la statue. Donc voilà, Dark Vador. Le monsieur, les faibles transformés en mannequin, ou c'est-à-dire c'est peut-être une femme, je ne sais pas trop. Hein. Enfin, non, c'est peut-être un... Bon, je ne sais pas, peu importe. C'est peut-être un hermaphrodite. Il y a des statues d'hermaphrodites au Louvre. Bon, enfin, peu importe, le résultat est le même, c'est-à-dire ce personnage, et bien, typiquement, c'est un mannequin, ou que ce soit mâle ou femelle, c'est un mannequin. Et ce personnage, là aussi, la ligne, c'est la ligne du corps, la ligne qui ne sort pas de l'espace imparti. C'est la ligne qu'il faut à tout prix garder au prix d'efforts parfois énormes, parce qu'on ne va pas laisser la chair envahir tout. C'est mal. Voilà. Donc on a vraiment ici quelque chose de l'ordre de la morale, si on veut, une sorte de morale de cet héritage hein, qu'on oublie souvent des dessinateurs. On n'est pas dans une période très, très coloriste. Si on va par là, c'est plutôt l'héritage des dessinateurs. Alors ensuite, le monsieur qui saigne du nez m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est l'introduction du sang, du rouge. Hein, on en a parlé dans le cours précédent. L'incarnat, la chair qui s'incarne d'un seul coup dans la statue, l'espèce d'attirance à essayer de donner vie, une vraie vie, une vie rouge, une vie sanguine à une statue, au-delà de la blague hein, du personnage qui a l'air très embêté parce qu'il saigne du nez alors qu'il est en marbre. Ce qui nous amène peu à peu à cette chose-là, qui est le Laocoon, dont on a un peu parlé la dernière fois. Alors, ça, c'est une vieille statue. Ce n'est pas du tout une statue du 18e, hein, soyons clairs. C'est une reprise romaine d'une statue grecque. Et ça représente Laocoon, qui est un Troyen, un prêtre troyen. Il a deux fils que vous voyez représentés. Et tous ces gens-là, pour une raison qui, je vous l'avoue, m'échappe, mais peu importe, sont attaqués par des serpents. Donc, quand la statue a été trouvée, elle a suscité, vous dit le documentaire sur le Vatican que je vous ai recommandé la dernière fois, sachant que ça vient c'est une statue qui est au Vatican. Hein. Bon, évidemment, quand on a vu ça, on a été très surpris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses qui paraissent conformes à l'idéal grec tel qu'on le connaît, c'est-à-dire cette espèce de pureté glaciale incarnée par le poème de Baudelaire, le rêve de Pierre, la blancheur, l'impassibilité, la tenue rectiligne, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans quelque chose de tordu, de torturé, avec des serpents, il y en a un qui est l'espèce de serpent qui est en train de mordre la laine du bonhomme, les enfants qui se débattent au milieu des serpents, si je vous mets le bas, voilà, vous voyez partout des serpents, ces espèces d'alinés, de tortillonnés dans tous les sens,
c'est pas comme ça qu'on imagine la sculpture romaine ou grecque, hein. Alors, les gens se font peut-être beaucoup d'idées. Il faudrait approfondir le sujet, question histoire de l'art, sur la statuaire grecque et sa blancheur. Mais là, il est évident que cette statue a provoqué une sorte de stupéfaction parce qu'on n'arrivait pas à croire que ce soit vraiment possible qu'il y ait une telle agitation, etc., enfin, une telle torture de mouvement dans la sculpture gréco-latine. Et d'ailleurs, on a le détail va beaucoup nous intéresser. Ce n'est pas un détail de serpent, c'est le détail de la tête du bonhomme. Et vous remarquez qu'il a la bouche ouverte et qu'il a une expression de douleur, etc. D'où le grand débat dont je vous parle aujourd'hui. Alors, comme c'est pas évident, hein, alors je vous ai mis le nom du bouquin de Lessing. Lessing, c'est un penseur allemand de cette époque-là. Il a tout pompé sur Diderot, il faut le savoir, hein, Lessing a pompé sur Laocoon, sur les idées de Diderot, mais enfin, peu importe. Et là, j'ai mis la date 1766, donc on est au XVIIIe siècle. Et il a été publié chez Hermann en 64, en 90. Il y a des rééditions, hein, c'est un texte très important, canonique, etc. Alors, du coup, je vais revenir à Diderot et le faire dialoguer avec ce Lessing qui a plus ou moins récupéré, si on veut, ses idées. Et j'ai écrit tout parce que c'est pas facile à suivre. On est vraiment à la frontière de l'éthique et de l'esthétique. Éthique, c'est-à-dire morale, et esthétique, c'est-à-dire réflexion sur ce qui est beau et ce qui est laid, ce qu'on a le droit de représenter. Donc, en écrivant, le Laocoon souffre, il ne grimace pas. Donc, ça, c'est toujours dans les essais de Diderot. Il résume le débat sur l'expression des passions extrêmes dans son rapport avec le beau idéal, si cité par les Gedanken de Winkelmann. Alors, il y en a des choses là-dedans. Alors, l'expression des passions extrêmes. La question des passions, vous savez, ça traîne depuis un bon moment, hein. Au XVIIe siècle, la reine Christine demande à Descartes comment dominer ses passions. Et elle fait venir Descartes dans son lointain pays glacial suédois, où Descartes attrapera quelques fluxions de poitrine et finira par débarrasser le plancher. Bon, c'est un ami des animaux qui meurt avec Descartes, hein. Vous savez que c'est une crevure, hein, Descartes. On vous dit toujours ah, quel type merveilleux, je pense donc je suis en train de faire fondre des bouts de cire dans ma cheminée, c'est pas génial. Mais il faut quand même voir qu'il était capable de disséquer des lapins vivants et de tripoter leur cœur, d'envoyer des fibrillations sur un animal encore vivant qui devait souffrir 1000 morts. Et donc, on ne peut pas dire que c'était vraiment un type bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce détail figure dans l'ouvrage de Silvia Federici, dont je vous ai parlé, intitulé Caliban et la sorcière. Si vous avez besoin d'une bibliographie, on reprendra, hein, toutes ces références à un moment ou à un autre, quand on fera comment dire, des permanences, alors soit sur Discord, soit sur autre chose, pour expliciter la difficulté peut-être de ce cours magistral, hein, qui fait partie du cours que je dois vous donner, mais qui peut se compléter aussi par comment dire, des travaux un peu plus personnalisés de votre part, si tel est votre désir par rapport à telle ou telle problématique ou telle et telle nécessité de validation. Fin de la parenthèse, donc débat sur l'expression des passions extrêmes. Il y a déjà eu j'arrive jamais à prononcer le mot, physiognomonie, voilà, des représentations de têtes au XVIIe siècle, des têtes humaines qui ressemblent à telle ou telle tête d'animal, les sourires, la colère, l'envie, toutes les passions. Vous voyez, c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, mais là, la nouveauté, c'est ces fameuses Gedanken, dont on dit penser, de ce Winkelmann, qui suscite donc la notion de beau idéal. Alors, il faut s'arrêter ici 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce beau idéal et qu'est-ce que c'est que ce Winkelmann? Alors, je peux me référer à Mario Pras, un petit marrant, qui a écrit le bouquin dont je vous ai parlé aussi, Goût néoclassique, dans lequel il dit qu'une vie sentimentale sous le signe de Socrate, écrit Mario Pras avec sa finesse habituelle, a pu susciter chez Winkelmann un certain refus du féminin et du coup une certaine admiration pour les corps masculins en tant qu'ils avaient une ligne. On en est toujours à la même chose, la ligne, la ligne, la ligne. Et le contour devient pour lui passionnant. C'est-à-dire que le beau idéal, c'est le beau d'un contour parfait, celui des statues grecques idéalisées avec leur nez grec, leur profil parfait, leur absence de chair débordante, leur
héroïsme masculin naturel par opposition à la pornographie, laideur, nanana, féminin. Tout ça est super sympa pour les femmes, comme vous l'avez compris, mais continuons courageusement au milieu des Gedanken de Winkelmann, qui ont quand même cet intérêt de présenter, alors ce que je vous dis d'ailleurs, der L de contour exactement comme en français, le contour, la ligne. Or, les autres, hein, les coloristes, ils ne sont pas pour le contour, ils sont pour la forme qui donne le contour. Ils ne sont pas du tout pour l'idée qu'il faut tracer exactement comme si c'était une statue grecque et que c'est ça le beau idéal. Alors, vous voyez comment ce Laocoon qui surgit au milieu de tout ça, évidemment, il grimace. Alors, le Laocoon souffre, il ne grimace pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ben non, on ne peut pas dire qu'il a une expression horrible, qu'il est figé dans une expression affreuse. Et du coup, c'est tout le problème j'allais dire, de la photo instantanée. Bon, il y a longtemps qu'on n'a pas vécu ça, hein, les réunions de famille à Noël, mais ça fait longtemps là qu'on n'a pas vécu ça. Mais maintenant, imaginez dans votre souvenir, peut-être en vous référant à l'an dernier, vous voyez, une réunion de famille à Noël. Il y a toujours quelqu'un qui dit ah, attends, on va prendre une photo là, et qui prend une photo, et il y en a un qui est quand même qui fait bon, les gens ont des têtes atroces, quoi. Et du coup, c'est tout le problème qui se pose. Diderot ne veut surtout pas que le Laocoon soit quelqu'un qui grimace, donc qui souffre. Vous voyez la différence subtile, hein. Il souffre avec élégance et raffinement, mais certainement pas en grimaçant. Alors, le théoricien allemand, il s'agit de Winkelmann en question, il prône alors, la noble simplicité dans l'art et la grandeur paisible des statues antiques. Aucune passion ne trouble cet équilibre. Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre, écrira Baudelaire un siècle plus tard. Et la phrase qu'on a citée tout à l'heure, je hais le mouvement qui déplace les lignes. Non, non, la ligne, et surtout bougez pas, hein. Petite fille, petite femme, garde la ligne et sois belle et tais-toi. Bouge pas bouger. Voilà, donc c'est exactement ça ici. L'idée, prôner le modèle masculin de la statue antique, aucune passion, la grandeur, la simplicité. Et donc, je vous renvoie pour les détails à l'analyse que fait Mario Praz, PRAZ, de ce goût néoclassique. Alors voilà un autre qui commente les théories de Winkelmann, hein, qui ont passionné les gens à l'époque, comme vous voyez, c'est le fameux Rousseau. Et il écrit « L'idée d'une beauté sublime ne peut naître que dans la contemplation tranquille d'une âme détachée de toutes les formes particulières et passionnées. » Donc, je vous renvoie à mon cours de L1 introductif sur le sublime, si ça vous intéresse, la notion de sublime. C'est très, très, très intéressant, la notion de sublime, beaucoup plus que la notion de beau idéal et toutes ces choses-là. Et alors là, on a l'idée quand même, vous voyez comme les mots sont les mêmes, contemplation tranquille d'une âme détachée de toutes les formes particulières et passionnées. Vous savez qu'on dit souvent aux gens qui font des maths que les maths, c'est merveilleux parce que ça les débarrasse de toutes leurs passions. Quand vous faites des maths, il n'y a rien qui peut vous rappeler une émotion ou une passion. Vous êtes dans un autre monde, un monde détaché des sentiments, des émotions, des passions. Et il y a des gens qui trouvent ça extrêmement reposant. C'est pour ça que les maths, ça a quelque chose d'absolument fascinant, parce que c'est une discipline qui suppose, qui n'est entachée, là je suis à fond dans le contour et dans le dessin, le dessinateur au sens symbolique du terme, rien, aucune émotion ne vient entacher cet équilibre, cette grandeur, cette paisibilité, je ne sais pas si ça se dit, non, ce côté paisible et l'absence totale de passion, qui est quand même une sorte d'idéal assez curieux qu'on traîne depuis assez longtemps, depuis la promotion de la raison, en fait. Alors, voilà ce qu'écrit Lessing, et je continue là-dessus. Lessing, alors j'en suis au paragraphe là, ici, Lessing, Laocoon en sculpture ne peut souffrir et crier que dans la mesure de la décence esthétique. Oui, souffrez, mais souffrez avec élégance. On en revient à cette idée-là. L'extrême douleur doit se réduire dans la représentation, c'est ça l'enjeu, hein, représenter à des proportions compatibles avec la beauté. Donc vous voyez quand même, on a toujours la tension entre les deux, hein. La tension entre d'un côté la beauté et de l'autre la souffrance, que j'ai représenté ici. Je ne sais pas si vous voyez le petit carré en haut,
par un crayon noir, c'est la beauté, il devrait être blanc, hein, j'ai pas de crayon blanc, et de l'autre rouge, parce que c'est le sang, c'est la passion. Et comment faire pour que passion et beauté soient compatibles? Eh bien, il faut que la douleur se réduise. Et tout le monde dira ça, hein, même Victor Cousin dans Le beau, le vrai et le je ne sais quoi, non, le beau, bon, enfin, vous retrouverez le titre très facilement, le beau, le juste et le vrai. J'ai oublié le titre, bon, peu importe, il dira, mais oui, mais une représentation théâtrale, il faut surtout pas représenter les choses telles qu'elles sont, sinon, si on passe un certain niveau, il n'y a plus d'esthétique, et à ce moment-là, on tombe dans quelque chose d'affreux et insupportable. Ce à quoi Burke, dont je vous ai parlé la dernière fois, le théoricien du sublime anglais, répond, oui, c'est bien gentil, mais si vous assistez à une pièce de théâtre où il est question de la mort de quelqu'un par strangulation, enfin, comment dire, la mise à mort, la peine de mort, hein, de quelqu'un, imaginez qu'au même moment, un crieur public vienne vous dire qu'il va y avoir une véritable exécution capitale à quelques mètres d'ici, tout le monde sort du théâtre. Donc vous voyez comment les gens discutent et rediscutent sur cette question de l'extrême douleur, du vrai, de l'esthétique et de la représentation. Donc je conclus là-dessus en disant que Winkelmann est plutôt du côté de l'éthique, c'est-à-dire pour lui la retenue passionnelle des héros est empreinte de grandeur stoïque et la fin de l'art est l'édification. Donc on ne dépasse pas les bornes de la passion parce qu'on doit rester noble, vous voyez, parce que disait Mario Pras sur le goût de la masculinité, de la grandeur stoïque, de l'art comme édification. Et les signes, lui, simplement, il dit, il est laid de souffrir et surtout de le montrer. Donc, vous voyez ici, voilà quelques photos qui représentent. Alors, j'ai rien mis d'insoutenable, mais j'ai peut-être mis des choses, disons, assez laides. Alors, vous voyez, des grimaces atroces. J'ai mis un lolcat, hein, bien sûr. Qui pourrait se priver d'un lolcat pour le sujet? C'est-à-dire, là, on fait des équivalents de la statue de Lessing, des expressions de cris, de laideur, d'expression. Comment peut-on admettre ce genre d'expression? Alors, c'est ce qui me permet de vous poser la question numéro 9. Rassurez-vous, le cours est bientôt fini et les questions aussi. La photographie vous semble-t-elle plus apte à figer sans conséquences notables des expressions laides, ridicules et des images insoutenables? À votre avis, pourquoi? Donc, réponse là aussi en quelques lignes, hein. Je ne vous demande pas des dissertations de 12 pages. Ce n'est pas des sujets de disserte, mais on peut se poser la question quand même en voyant le nombre de photos ridicules. Pour répondre à la question, rappelez-vous comment on appelle la photo communément aujourd'hui. Et puis, enfin, il y a deux sortes de photos, hein. Il y a des photos que vous achetez très cher dans des galeries d'art et qui sont d'artistes reconnus. Ça, c'est un certain art de la photographie. Mais comment on appelle les photos prises comme ça à la volée? On appelle ça des instantanés. Donc, je pense que ça, cette notion-là pourra vous aider assez facilement à répondre à la question. Voilà pour ce cours et cette question. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.